Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises. Un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. Aujourd'hui, on va croquer dans le fruit défendu avec Bonne Pomme de Florence Quentin, avec Gérard Depardieu et Catherine Deneuve, rien que ça. C'est la première fois que ça m'arrive de dire ça. Je suis Daniel Andriev et à mes côtés, j'ai Maxime Donzel. Bonsoir Daniel. Et Hugo Alexandre. Salut Daniel. Bonjour. Oh là là, on n'entre pas, c'est mouillé. Qu'est-ce que vous voulez à cette heure-là? Savoir si vous avez une chambre de libre. Ah ben, elles le sont toutes. Pour les chambres, voyez vous-même, ça m'évite de monter. Et la maison n'aime ni l'échec, ni le plastique, que le liquide. Bon, tiens, débarrassez-moi. Merci. Comme ça reste propre. Je déteste le désordre. Où se trouvent les clés? Ben, sur les portes. Sur les portes. Oui. Ah bah voilà. Attention. Alors, c'est une coriace, hein? Ah, au fait, avant j'oublie, est-ce que vous pourriez me ranger les chaises et les tables qui sont sur la terrasse pour... Mais bien sûr, bien sûr. Vous savez, elle est plus à plaindre qu'autre chose. On voit bien que c'est pas vous qu'en êtes de 3 000 €. Eh, faut pas que tu mettes le doigt dans l'engrenage avec elle, hein. Sinon c'est mort, elle te fera de tout. Mais vous avez réussi à faire marcher la machine à café. J'en voudrais volontiers un, moi aussi. Il y a un truc avec les monstres sacrés du cinéma, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont une carte à jouer. Un jour, on leur dit « Ok, maintenant c'est la bonne, vous faites votre grand film. » Et puis ensuite, une fois qu'on a brisé le sceau du sacre, le sceau le lien sacré qui les réunissait, et tout d'un coup, on les fait venir pour n'importe quoi. C'était le cas pour De Niro et Al Pacino. Pendant des années, ils n'ont jamais tourné ensemble. Puis un jour, même quelqu'un a essayé dans le Michael Mann. On les voyait presque sur le même plan. Et puis un jour, il y a une comédie policière toute pourrie avec eux deux. Et là, ça y est, c'était fini la magie. Et donc, je me demande à chaque fois, est-ce que ça sera fini encore la magie, ou est-ce que la magie fonctionne entre Depardieu et Deneuve, puisqu'il y a vraiment une magie entre les deux. Max? Ouais, voilà, la magie, elle est vite détruite parce qu'on se dit l'affiche Depardieu Deneuve, ça va être un truc assez dingue. Et dans le générique, je me suis dit, ça doit être kiffant de mettre les deux noms ensemble. Là, non, c'est sur l'autoroute A5, sortie 18B vers la Zac-Rambouillet, marqué Deneuve et Depardieu. Je me suis dit, c'est bizarre de le glisser comme ça, alors que je pensais qu'ils allaient faire un peu un choix. Ouais, c'est pas tous les jours qu'on a quand même. En fait, c'est arrivé 10 fois. Ouais. Ouais, c'est pas le premier Hugo. Du tout. Ouais. Et mais en même temps, je trouve que c'est assez raccord avec le film de les mettre sur l'autoroute A5, c'est qu'en fait, ils jouent des rôles de personnages qui ont un peu raté leur vie, un peu losers, qui sont totalement dépressifs. Et j'ai l'impression que la volonté du film, c'est de faire une espèce de comédie romantique avec donc ces deux monstres sacrés qui sont un peu sur leur tour. Et le problème, c'est que c'est pas vraiment une comédie romantique, c'est plus en fait, c'est plus une histoire d'amitié entre dépressifs. Et le problème de la dépression en comédie, c'est que c'est très compliqué de faire rire avec la dépression. Il y a très peu de gens qui ont réussi à faire ça. Il y a Bakri qui arrive avec le... Oui, Jaoui Bakri, ils font ça très bien, par exemple. Ou Bakri tout court, quand il tombe en dépression face à son GPS aussi. Oui. Moi, ça m'a vraiment fait rire. Avec Bakri, ça marche. Mais en fait, là, je pense que le rôle de Depardieu a été écrit pour Depardieu. D'ailleurs, le personnage s'appelle Gérard. Je pense que le rôle de Deneuve correspond beaucoup moins à Deneuve. Et donc du coup, j'ai beaucoup de mal à accrocher à ce personnage de Deneuve et à comprendre pourquoi le personnage de Depardieu... alors, il tombe même pas amoureux d'elle, mais je comprends même pas pourquoi il s'attache à elle déjà. Pourquoi... Il tombe pas un petit peu amoureux d'elle? Parce que moi, quand je vous ai proposé cette comédie, je vous ai dit c'est une rom-com quand même avec Depardieu et Deneuve. Tous mes espoirs étaient fondés là-dedans. C'est une rom-com qui est très désabusée, qui est très platonique, qui est très chaste. Il ne se passe jamais vraiment rien. Elle est comique ni romantique d'ailleurs. Ouais, voilà. Elle est chaste et platonique. Et aussi, il y a un autre truc, c'est une comédie romantique senior. Oui, c'est pour les gens de 70 ans. Donc ça y est, Catherine et Gérard ont eu 70 ans. Ça y est, ils ont Catherine, ça fait un petit moment. Gérard, c'est cette année. Ouais. Mais on sent que c'est le baby boom. Ça y est, les baby boomers ont 70 ans. Et du coup, en fait, ils bossent. Donc elle a un hôtel-restaurant, lui est garagiste, mais ils en ont ras le cul de bosser, et en fait tout le film je me disais mais c'est normal que vous en ayez marre de travailler, prenez votre retraite. Ils bossent et ils font faut que je serve, faut que je fasse ça, et on ne sait pas pourquoi ils continuent à bosser. Elle pourrait vendre son hôtel. Ouais. Elle a 70 ans, arrête de bosser. C'est vraiment bizarre, mais en même temps, c'est ce qui rend aussi le film intéressant, parce que c'est quelque part un portrait intéressant du baby boom aujourd'hui, qui a 70 ans et qui fait comme si de rien n'était. Lui, sa belle-mère est jouée par Chantal Latsou, qui est plus jeune que lui.
Il a un fils qui a visiblement 20 ans. C'est vrai. Bon, on peut avoir un fils de 20 ans quand on a 70 ans, mais c'est vraiment, je te jure, quand tu vois le film, tu te dis, mais il pourrait avoir 50 ans le personnage. Non, il a 70 ans. Et c'est vraiment bizarre, c'est faire comme si à 70 ans, on est encore pareil que quand on a 50 ans. Et en plus, c'est le modèle Depardieu, c'est le modèle... Enfin, qui nous épargne rien sur son physique d'aujourd'hui, quoi. Il a pas fait de préparation physique comme pour les précédents rôles. C'est bien, c'est que j'ai pas du tout percuté sur l'âge du personnage. Pour moi, bon, c'était normal qu'il soit garagiste, qu'il ait envie de continuer de travailler et tout. Mais c'est ça qui est génial avec Depardieu, c'est que vraiment il peut jouer n'importe quoi. Et en plus, le rôle, je pense vraiment qu'il avait été écrit pour lui, donc pourtant, ça paraît naturel, quoi. On dirait un rôle à la Danny Boone, je trouve. Cette espèce de naïveté. Moi, j'ai pensé à Danny Boone pendant le film. Il est très, très, très gentil dans ce film. Il est très. Et il le fait bien. C'est-à-dire qu'il est touchant. Depardieu, j'ai vraiment un a priori hyper négatif sur ce pauvre homme. Mais là, franchement, au bout d'un moment, genre limite, un peu sexy, justement, comme il est vachement torse-poil. Et il est tellement gentil que ça le rend un peu. Il est ours, quoi. Il est vraiment. Oui, mais gentil ours parce que, il règle un peu les problèmes de tout le monde. Il devient ami avec tout le monde. Et c'est là où je retrouve un peu Depardieu, c'est que c'est un mec qui se lie facilement d'amitié avec n'importe qui. Qui est affable. Voilà, et c'est là où je retrouve Depardieu et où je suis content de le voir dans ce rôle-là. Mais encore une fois, c'est vraiment le personnage de Deneuve. Moi, j'arrive pas à accrocher. Je le trouve. C'est un personnage qui est totalement dépressif en fait et qui est un peu vulgaire, un peu grossier. Enfin, c'est pas du tout l'image qu'on a de Deneuve. Alors, c'est vraiment un rôle à contre-emploi. C'est pas l'image qu'on a de Deneuve, si tu me permets. Je trouve que c'est l'image de Deneuve d'aujourd'hui. C'est-à-dire quand tu la vois à la télé, c'est pas loin de la Deneuve qui passe en interview à Quotidien. Elle est pas loin de ce que j'appelle la Deneuve de Potiche, c'est-à-dire la vieille bourgeoise qui est un peu dépressive, mais qui essaie de s'encanailler. Ouais, mais elle a pas du tout ce côté bourgeoise, je trouve, dans le film, même si son personnage, en fait, on n'est pas sûr qu'elle soit vraiment du village, parce que ça se passe dans un petit village, c'est ça qu'il faut dire aussi, parce qu'en fait, c'est vachement important, le village dans le film, parce que je trouve que c'est moins une comédie romantique qu'une espèce de chronique d'un petit village avec ses habitants, ses gens, et un mec qui arrive, qui débarque dans ce village, et puis qui rencontre un peu tous ces gens, et qui se lie d'amitié avec tout le monde. Et j'ai du mal à voir Deneuve dans ce rôle-là, même si ça peut être une ancienne de la ville qui s'est retrouvée dans ce village. Je trouve que... Enfin, en tout cas, je suis jamais rentré dans ce personnage-là et j'ai jamais réussi à comprendre ce que le personnage de Depardieu pouvait bien avoir à trouver à ce personnage-là, puisque finalement, elle est détestable du début à la fin. Même le mec du Palmachot l'aide, en fait, finalement. Oui. Le truc avec Deneuve, c'est que ça fait 15 ans qu'il y a une espèce de jeu dans le cinéma français où on va montrer Deneuve faire une connerie ou faire un truc absurde. Et du coup, les gens ont envie d'aller voir le film parce qu'ils se disent, il paraît que dans 8 femmes, elle se bastonne avec Fanny Ardant. C'est la Joe Star. Après, il paraît qu'elle se fait traiter de connasse par Amalric dans Roi et Reine. Je me souviens que les gens disaient il faut aller voir le film, elle se fait traiter de connasse. Après, elle dit salope dans Palais Royal. Elle porte un jogging dans Deneuve portait un jogging dans 8 femmes, dans Potiche. Et alors là, du coup, je peux vous dire... Si tu me permets, elle se fait traiter de pute par sa propre fille. Dans Conte de Noël. Et il y a un côté checklist, quoi, tu vois, de tout ce qu'on peut réussir à faire à Deneuve. Dans la pub Orange, elle se fait traiter de monstre. Enfin bon. Et alors là, je peux vous spoiler, du coup, hein. Vous allez voir Deneuve qui passe la serpillière. Deneuve qui joue au poker en ligne. C'est quand même incroyable. Et Deneuve qui écoute France Bleu Région. Ivre morte dans une cuisine. Ça, voilà, si vous voulez voir Deneuve faire un truc débile. C'est ça le problème, en fait. C'est que dans ce film, c'est vraiment trop de Deneuve doing things, en fait. Et en fait, dans les films que tu as cités, il y a toujours un substrat deneuvien, j'ai envie de dire. C'est une variation sur Deneuve, mais au départ, c'est quand même Deneuve. Et même dans Cyprien avec Elie Semoun, je me rappelle qu'il y a Deneuve qui joue. Et c'est pareil, c'est quand même Catherine Deneuve. Alors que là, j'ai vraiment du mal. Je retrouve pas du tout Catherine Deneuve. Je trouve que le personnage a plus à voir avec Yolande Moreau un peu qu'avec Catherine Deneuve, quoi. C'est vrai. Alors on va s'écouter encore un petit extrait. Putain, c'est vrai, Cyprien. J'essaye de vous aider. Écoutez, n'essayez pas de me sauver, moi et mon établissement, c'est sans espoir. Vous reprenez vos bagages dardard, vous me décevez beaucoup. Un type qui boit que de jus d'abricot, c'est louche. Non, ne soyez pas méchant. Ça ne vous va pas du tout. Mais t'es trompé, vous, ça me va comme un gant. J'ai pas tout plaqué pour qu'on me fasse tourner en bourrique comme avant. C'est fini, les chieuses. See you, hein? En vous, ça va, hein? Quand je le dis qu'il y a que des branques dans ce village. Si t'arrêtais de te laisser marcher dessus aussi, hein. Une bonne avoinée de temps en temps. Non, ça, je sais pas faire, mais...
Mais vous comprenez pas qu'il faut que je parte? Non. J'ai toujours su que vous étiez un gangster. Depardieu, donc le gangster d'amour qui vient voler le cœur de Deneuve. Je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez un tout petit peu parlé de l'acting. Beaucoup de gens reprochent un peu à l'acting un peu téléphoné de Depardieu de sa fin de carrière. Enfin moi c'est des reproches que j'ai entendus. Jamais je lui adresserai ça parce que je trouve que même dans les rôles très mineurs, je le trouve vraiment super. Il y a un truc, c'est que ils font la propre narration de ce qu'ils sont en train de faire de manière susurrée. C'est-à-dire, il monte sur le lit et il fait « Ah, ouais, je monte sur le lit. » Et on est bien là, on est bien. Oh là là, il y a des petits pois au frigo. Et aussi, il répète le dernier mot des phrases que les gens lui disent. C'est un peu Doogie dans Twin Peaks, tu sais, il redit juste ce qu'on vient de dire. C'est très bizarre. Pourquoi pourquoi cette forme de narration? Je me demande si c'est pas justement la réalisatrice, vraiment un truc de public, quoi. Est-ce que c'est pour le public senior? J'ai l'impression qu'ils se sont pas du tout appropriés le scénario et les dialogues, en fait, que tout a été dit tel quel. Et moi, c'est pas Depardieu et Deneuve qui m'ont gêné. C'est plus Didascali qui sont restés. Il soupire. Non, mais en fait, j'ai l'impression que tous les personnages surjouent un peu, sont un peu. Enfin, je ne crois à aucun personnage en fait. Le mec du Palmacho. Ouais, alors lui, je pense que c'est un très bon comédien et il arrive à faire quelque chose de convaincant de n'importe quel dialogue. Mais pour la plupart des autres personnages, Tonkedek est très bon aussi. Mais toi, t'as une fixette. Alors, faut que je t'explique, Max. Hugo a une fixette sur Tonkedek. Je sais pas ce que t'as. Je m'en suis pas rendu compte. T'as un boys crush évident. J'aime bien Tonkedek. Alors, mais je trouve qu'il est. Ce qu'il y a, c'est qu'on lui donne les bons rôles. Là, il joue un maire de droite avec le petit pull sur les épaules. C'est exactement. Il est bon quand il fait des mecs de droite, ouais, c'est sûr. Ouais, en revanche, t'as Chantal Latsou qui joue vraiment que du Chantal Latsou. C'est-à-dire que tout ce qu'elle parle, elle parle comme ça. Toutes les phrases, elle les donne comme ça. Elle peut pas faire autrement. C'est vraiment pénible. J'ai l'impression qu'elle était en post-synchro, en fait. J'ai l'impression qu'elle avait fait son rôle par téléphone. C'est Chantal Latsou. Salut. Tu veux que je te dise quoi? Par téléphone. Je me demande si j'aurais pas préféré Chantal Latsou à la place de Catherine Deneuve dans le rôle de. Bah là, elle a l'air vraiment chieuse, alors que l'autre, elle a l'air perdue, quoi. Catherine Deneuve a l'air vraiment perdue, en fait. Elle est perdue, ouais. C'est le problème. Après, j'ai noté que les détails sont pas très originaux, pas très. Dans les détails, ça pêche un peu. C'est-à-dire que, tu vois, j'avais noté les touristes anglais sont pédés, les touristes japonais prennent plein de photos. Alors que non. Ça aurait pu être un film d'Edith Cresson, quoi. C'est genre il y a tous les trucs un peu évidents, tu vois, ça rentre dedans, tu vois. Est-ce que c'est pas la ligne de Florence Quentin qui est un peu, c'est la ligne Châtillès, c'est-à-dire la grosse caricature, un peu la grosse gaudriole, un peu années 70. Mais alors moi, ce que j'appelle le crowbar, tu vois, c'est vraiment. Florence Quentin, dans la moitié des films, ont un point d'exclamation dans le titre. Je reste. Olé, j'ai faim. Donc là, c'est juste bonne pomme. Elle s'est calmée. Bah justement, je trouve qu'elle s'est calmée. C'est-à-dire que elle a toujours écrit des scénarios très corrosifs, très méchants. Et là, je trouve ce film démesurément gentil. Quoi. Oui. Il n'y a aucune aspérité. Ah ouais. Mais pas beaucoup de moments où on rigole. D'ailleurs, il y a une scène où Deneuve est tombée dans les pommes et tout le monde est autour d'elle en train de s'inquiéter et le chef des pompiers arrive et il dit « Madame, est-ce que vous me reconnaissez ?» Et elle dit « Bah oui, vous êtes le chef des pompiers. » Et là, tout le monde explose de rire et Deneuve dit « Mais je comprends pas pourquoi c'est drôle. » Et c'était un peu ce que j'ai ressenti pendant le film. Exactement, je n'ai pas compris cette scène. Pourquoi c'est drôle, effectivement. Donc en même temps, du coup, on la comprend. C'est-à-dire qu'elle est dans un film où les gens rient. C'est hilarant, elle a failli mourir. Alors, les gars, il va falloir me dire combien vous mettez pour aller voir ce film. Hugo. 0 €. J'ai pas ri du tout. Ça m'a pas paru très intéressant comme film. J'en ai rien ressorti, donc pas plus. Moi, je donne 3 € parce qu'il y a le beau de Palmacho qui est tout poil dehors tout le temps. Ah, le velu, là. Le velu de poil macho. Donc bon, moi, ça m'a valu ma soirée. C'est-à-dire que. C'est vrai? 3 €. Tu valides, ok. Et alors, écoute, moi je mets quand même 2,50 € en me disant, dans le doute, tu sais, c'est comme ce que j'appelle le syndrome petit Spirou, c'est peut-être c'est pas moi le public. Et il y avait une dame qui était toute seule dans la séance. Elle était toute seule, elle était un petit peu plus âgée que moi. Et elle riait de bon cœur aux vannes. Et je pense qu'elle était le cœur de cible de ce film. Donc je pense qu'elle a peut-être eu sa séance en senior et réduit. donc je crois que voilà. C'est 2,50 ? Non, je sais pas, je pense que c'est plutôt 5, mais je vais pas dire 5 comme ça. D'accord.
C'est l'heure d'une reco. Je te sens chaud bouillant, Max. Ouais, j'avais oublié qu'il fallait avoir une reco qui a un rapport avec le film, donc j'ai une reco qui a aucun rapport. C'est un podcast en anglais qui s'appelle True Story et qui, en fait, il décortique tous les True Story. C'est un peu compliqué. TRUUSTOWRY. Et il décortique tous les épisodes de MTV's Real World. Donc c'est la première télé-réalité en 1991. Et en fait, c'est absolument passionnant parce qu'il raconte ce que c'était que vivre à New York en 91 et c'est étrangement addictif. Même si on n'a pas vu, je n'ai pas vu cette télé-réalité. Mais... C'est peut-être une idée de podcast. Est-ce qu'on ne devrait pas faire un podcast qui re-regarde Love Story ? Bah oui, mais parce qu'en fait, c'est un super témoignage d'une époque. Moi, j'adorerais qu'il y ait eu un télé-réalité, un True Story en 1957. T'imagines voir Love Story en 1957 ? C'était trop bien de voir ça. Qu'est-ce que les gens se disaient, tu vois ? Donc, du coup, Love Story, ça va commencer à être intéressant de re-regarder. Donc, je t'encourage à faire ça. Mais c'était déjà intéressant à sa sortie. Hein. Déjà. J'aurais aimé voir un podcast de débriefing de Love Story à l'époque. Mais avec le recul, c'est encore plus fort. Surtout la saison 2. Mais bon, je me tais. Ah, toi, t'es saison 2 All the Way. Ah ouais ? Bah ouais. Pourquoi ? C'est l'année de Nymphomaniac. C'est l'année de Leslie. Ah oui, c'est vrai que de Leslie et de comment elle s'appelle maintenant Turner, Affida Turner, ouais, c'est vrai. C'est l'année de tout. C'est l'année de. C'est pas Jean-Claude Van Damme. Non, Jean-Claude Van Damme, c'était la première. Moi, j'ai une tendresse pour Jean-Claude. Okay. Ah, petit aparté Love Story pour les plus âgés. Hugo. Moi, il y a quand même un rapport avec le film. C'est Gérard Depardieu. Et je trouve que ce qu'il a fait de mieux récemment, c'est une série documentaire pour Arte au départ, et je crois que c'est visible sur Netflix maintenant, ça s'appelle À pleines dents. Et en fait, c'est Gérard Depardieu qui voyage dans diverses régions d'Europe pour découvrir la gastronomie du coin, avec un chef de ses amis qui s'appelle Laurent Audio. Donc c'est l'occasion de faire des rencontres, de raconter des petites anecdotes, de bouffer de la mozzarella en Italie, de sniffer des saucisses en Allemagne, etc. Et c'est mieux que ce documentaire sur les pays dictatoriaux de l'Est de l'Europe. Est-ce qu'il va en Azerbaïdjan, à Bakou ? Je crois qu'il n'a pas encore fait ça. Il y a beaucoup de questions d'Azerbaïdjan dans Bonne Pomme. Je crois qu'il joue sa nationalité. Ouais, hein. Peut-être qu'il devait faire un peu de pub. Sans doute. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de voir Depardieu dans ses œuvres, et en particulier quand il s'agit de gastronomie. Donc je conseille À pleines dents. Alors moi je voulais peut-être revenir sur sa fin de carrière qui est... Enfin sa fin de carrière, sa carrière actuelle qui est... où il fait souvent le coach ou le mentor. On l'a vu dans la Dream Team. Les Invincibles aussi, où il est coach de pétanque. Et en fait tout d'un coup je me suis rendu compte qu'il y a une affiche d'un film avec Depardieu qui a pas mal tourné sur internet. C'est un film qui s'appelle YOLO, You Only Live Once, qui est une comédie d'action espagnole que je n'ai pas vue, et j'ai envie de voir ça. Il y a Depardieu en mentor, et voilà, c'est ça que j'ai envie de voir. J'ai envie que Depardieu devienne une espèce d'entité internationale, qu'on s'échange et qui devienne un peu l'aura du badass français. Voilà. Donc tu te le recommandes? Je me le recommande quand il passera. Si quelqu'un a la bande, envoyez-la moi. YOLO, You Only Live Once. Je trouve ça débile. L'affiche est à hurler de rire. Voilà, je sens que ça va être bien. Voilà, je sens quelque chose dans ce film-là. Merci à Camille, la minutieuse à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et sur toutes vos applis dédiées au podcast. On est aussi sur 75. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous, et même parler plus du podcast que des films que vous voyez, si c'est possible. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle comédie. À bientôt. Vous avez aimé ce que vous avez entendu ? Vous allez adorer Flashback avec moi, Antoine Julien. Et moi, Antoine Cyr. La seule émission entièrement consacrée à l'actualité des classiques du cinéma. On parle maintenant des rétrospectives, et la première d'entre elles est consacrée à un très grand cinéaste, Monsieur John Borman. Avec des ressorties. Des rétrospectives. Des histoires de cinéma. Alors, c'est elle aussi, Joan Crawford, une star en déclin de l'âge d'or d'Hollywood. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas de personnalité qui soit plus opposé à Bette Davis que ne l'est Joan Crawford. Des livres et des DVD. Et bien sûr, des invités. Costa Gavras, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous dans Flashback. Un programme de séance radio à retrouver sur SoundCloud, iTunes et toute autre plateforme dédiée.